C'est toi qui vas le faire aussi. Ah. Il a allumé, madame. Hein? Pourquoi? Mais il s'est rallumé. Ok, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'expression. Tu vas joli comme tout. Oh, c'est hardi, ça. Ouais. C'est bien. Ça change beaucoup. Merci. Ça, le club des stations classées tourisme, tu as reçu? Oui. Et alors, je me suis demandé pourquoi. Alors, tu l'as reçu aussi? Oui, je l'ai reçu aussi. Alors, du coup, je me suis dit, bon, je voulais te le donner, je ne savais pas si tu l'avais reçu. Par contre, je crois. Mais non. Putain, ils ont fait manquer les oreilles. Qui veut faire. C'est bon? C'est pas bon. Je lui avais donné ses coordonnées, tout ça, mais j'avais pris quand même les siennes. Je me suis dit, je vais te transmettre. Nous, on n'a pas la compétence en éducation. Du coup, tu vas aller après. Je sais même pas quelle heure c'est. D'accord. Mesdames, messieurs, je vous propose de commencer, puisque ce conseil municipal est un peu plus tardif qu'habituellement, puisqu'il y avait la pégoulade en ville et qu'on voulait pas, qu'on voulait que chacun puisse participer s'il le souhaitait. Je salue évidemment tout le monde, mais plus particulièrement quelques représentants du conseil municipal des enfants qui nous font l'honneur et le plaisir d'assister pour la première fois à une séance du conseil municipal. Et je sais qu'ils travaillent activement tous les mardis, eux, pour faire vivre leur conseil municipal. Donc j'espère que la séance des grands, des adultes, sera à la hauteur de leur espérance. Il faut désigner une secrétaire de séance avant de faire l'appel. Non, on fait l'appel avant de désigner la secrétaire de séance, peut-être, pour qu'on soit sûr que tout le monde soit bien là. Thomas Guiraud. Bonsoir à tout le monde. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Manuel Bourguin. Absent, procuration, M. Vivares. Aurélie Mialon. Robert Vivares. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud, présent. Daniel Desmoulins. René Verdeil. Jean-Marie Bousquet. Marie Balestero. Daniel Azemar. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos. Absente, procuration à Mme Garcin-Sodo. François Castillo. Cathy Assiette. Georges Lopez. Nadia Bentard. Absente, procuration à Mme Mialon. Patrick Delbach. Absent, procuration à M. Rivière. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Sutra de Germain. Gilbert Castinera. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Absent, procuration à Mme Sadje. Valérie Forme. Kevin Vertichon. Absent, procuration à Mme Forme.
Annick Sadje et Serge Ivora. Merci. Puisque vous avez entendu une voix qui est peut-être pas habituelle, j'en profite pour saluer la venue, puisque c'est son deuxième jour, de Monsieur Simon Fesquet, qui est le nouveau directeur général des services de la ville donc depuis hier, qui nous arrive de Mirepoix, après avoir été DGA à Castelnaudary et DGS dans une autre commune. Il avait également travaillé à Jacou dans des exercices précédents. Il faut donc désigner une secrétaire de séance ou un secrétaire de séance. Je propose, s'il n'y a pas d'autres candidats, la candidature de Rachel Sakussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le point appelle l'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 7 novembre 2022. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. S'il n'y en a pas, donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Il nous faut désigner, suite à la démission donc, de Florent Cos et à l'arrivée dans nos rangs de Serge Ivora, il faut donc remplacer Florent Cos dans les commissions où il était. Et donc, il faut, pour la commission de délégation de services publics, désigner parmi la minorité un titulaire et un suppléant, et pour la commission de concession d'aménagement, désigner également un titulaire et un suppléant dans les rangs de la minorité. Est-ce que vous avez des candidats ? Serge Ivora. Donc, mais en titulaire des deux commissions, Commission. délégation de services publics et concession Les deux, d'aménagement. les deux. Et on a aussi besoin d'un suppléant, monsieur Lebel? S'il y avait modification, sinon on peut garder le même suppléant. Il n'y a pas de modification dans votre équipe, donc on peut garder le même suppléant. Donc, ça sera en remplacement de Florent Coste, poste pour poste, dans ces commissions-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Il faut également revoter le tableau de la désignation des représentants de la commission locale du site patrimonial remarquable, parce que monsieur Serge Ivora y siégeait en qualité associative et que donc il ne peut plus y siéger à ce titre-là. Donc le tableau est identique avec, pour le coup, le retrait de monsieur Serge Ivora, mais le titulaire qui représentera désormais le musée de la Porte sera Mario Ivora, dans cette commission-là, dans le local du site patrimonial remarquable. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Le point 4, je laisse la parole à Rachel Sakussi. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc le point 4, c'est le renouvellement de la convention d'objectifs avec l'association Les Chats Libres de Pézenas pour 2023. C'est une convention qu'on renouvelle chaque année. Monsieur le maire rappelle que la ville mène une politique active pour procéder à l'identification et la stérilisation de ces chats errants dans le cadre notamment de la convention avec la Fondation 30 millions d'amis. Afin de mener à bien cette mission, il est proposé au Conseil de renouveler la convention d'objectifs avec l'association Les Chats Libres de Pézenas, désignée référente communale des actions d'identification et de stérilisation des chats errants, et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Et dans le cadre de cette convention conclue pour une durée de 12 mois, l'association s'engage à procéder à la stérilisation de 70 chats sur l'année 2023. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 5 donc, est présenté par Nicole Vicente. Oui, bonsoir à tous, bonsoir les enfants. Alors, il s'agit de la convention de gestion de l'APP de Pézenas avec l'établissement public d'enseignement agricole Montpellier-Orbe-Hérault. Il est rappelé au Conseil que la commune soutient l'action de l'atelier de pédagogie personnalisée, APP, situé à Pézenas. Les APP accueillent toute personne ayant besoin ou envie de se former pour mettre en œuvre un projet professionnel,
développer ses compétences et ses connaissances, s'adapter aux évolutions de l'environnement social et professionnel, ou encore préparer un examen. Ils mettent en œuvre une démarche pédagogique spécifique, centrée sur la personne et fondée sur l'auto-formation accompagnée. Chaque personne bénéficie d'une prestation spécifique d'apprentissage formalisée dans un contrat pédagogique. L'APP de Pézenas dépend du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de l'Hérault et de sa mission de formation continue et d'insertion professionnelle. Au travers de son soutien logistique et financier, la ville de Pézenas participe aux missions de l'APP en échange de formations gratuites pour son personnel. C'est cette relation qui est formalisée au travers de la convention de gestion conclue pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et le point 6 est présenté par Aurélie Mialon. Oui, bonsoir, merci. Alors, le point 6, c'est les participations scolaires pour un établissement privé, année 2022-2023. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la ville participe au financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'école Calandreta del Poulinette et de l'école Sainte-Marthe. Monsieur le maire propose au conseil de reconduire la participation communale qui est de 550 € par enfant domicilié sur le territoire de la commune de Pézenas. Monsieur le maire sollicite donc le conseil municipal l'autorisation de signer avec ces deux établissements scolaires le forfait communal pour les classes sous contrat d'association. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Le point 7 est présenté par Daniel Azemar. Oui, merci Monsieur le maire. Le point suivant donc concerne l'engagement contractuel, enfin conventionné que l'on va faire avec le lycée professionnel agricole Charles-Marie de la Condamine. Ce lycée ne dispose pas d'espace extérieur lui permettant d'exercer les apprentissages techniques et professionnels. La convention met donc à disposition des élèves accompagnés de leurs professeurs les espaces verts du camp hôtel pour les élèves de seconde nature, jardin, paysage et forêt, et pour les élèves de bac pro aménagement paysager, qui viendront donc acquérir et développer leur savoir-faire en compagnie de leurs professeurs. En échange, s'il est nécessaire d'acheter des matériaux ou des matériels, c'est le camp hôtel qui les prendra en charge. Donc, la présente délibération autorisera Monsieur le maire à signer la convention avec le lycée professionnel agricole Charles-Marie de la Condamine. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je remercie tout le monde. Le point 8 est présenté par Julie Garcin-Sodo. Oui, merci, bonsoir à tous. Monsieur le maire rappelle que la commune de Pézenas souhaite réaliser les travaux de réhabilitation et d'aménagement de l'avenue de Verdun. Un réseau pluvial va également être créé. La commune est maître d'ouvrage de ces travaux. Le réseau d'eau potable et d'assainissement doivent être entièrement réhabilité. L'agglomération Hérault-Méditerranée est maître d'ouvrage des travaux d'eau potable et d'assainissement. L'emprise des deux chantiers est identique et le site est exigu. Afin de réduire les temps de gêne occasionnés par les travaux, il est proposé la mise en place d'un groupement de commandes entre la commune de Pézenas et l'agglo Hérault-Méditerranée pour les travaux d'aménagement, réhabilitation de la voirie, la création d'un réseau de pluvial et la réhabilitation des réseaux eau potable et assainissement. Pour cela, il convient de passer une convention de groupement de commandes entre les deux parties. Cette convention définit le rôle de chacune des parties dans la dévolution de cet aménagement. La commune de Pézenas prendra en charge le déroulement de la consultation des entreprises. Dès que l'entreprise sera retenue, chacune des parties signera le marché et réglera la situation de travaux au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci pour la part qui la concerne, bien évidemment. Un dossier de consultation des entreprises sera établi en ce sens avant le lancement de l'avis d'appel public à la concurrence. Monsieur le maire propose au conseil de l'autoriser à signer la convention de groupement de commandes susmentionnée. Vous avez le document joint.
Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales, il est institué une commission d'appel d'offres, composée de membres suivants, un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, qui dispose d'une commission d'appel d'offres, ce qui est le cas de la ville et la CAM. Le président de la CO est le représentant du coordonnateur. Il est donc proposé de désigner parmi les membres de la commission d'appel d'offres de la commune un membre titulaire qui sera le président de la CAO ad hoc et un membre suppléant. Ça doit être... C'est ça, donc M. Verbedeil en tant que titulaire et Julie Garcin-Sodo en tant que suppléante. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et je cède la parole à Robert Vivarès. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc le point suivant concerne une convention de partenariat avec l'association Eli Bobby pour l'organisation de la fête anniversaire des centenaires de Bobby-la-Pointe, donc qui aura lieu l'année prochaine, les 15 et 16 avril. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer la convention de partenariat entre la ville de Pézenas et l'association Eli Bobby pour l'organisation de cette manifestation intitulée Fête anniversaire centenaire de Bobby-la-Pointe, qui se tiendra dans les rues de la ville le week-end des 15 et 16 avril 2023. Cette convention détermine l'engagement de Pézenas à hauteur de 8 000 € qui seront versés à l'association et l'accompagnement en coordination, communication. La ville prendra en charge l'impression des différents supports créés dans la limite de 1 000 € TTC, technique et logistique de la ville de Pézenas pour la réalisation de la manifestation. Vous aviez un document qui était joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et le point 10, je laisse toujours la parole à Robert Vivarès. Donc, il concerne une convention de partenariat avec la SAS SMC PDP Galerie pour la production et la réalisation de fresques murales. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer une convention de partenariat culturel entre la ville de Pézenas et la SAS SMC PDP Galerie pour la production et la réalisation de 2 œuvres d'art des artistes Mohamed El Gacham et Joe, sous la forme de 2 fresques murales visibles de l'espace public, respectivement au 1 allée du Général Montagne, le mur orienté vers la gare du Nord, et au 27 chemin de la Fessine, mur visible du chemin de la Fessine, et également de la cour et de l'école Jacques Prévert. La réalisation est prévue pour janvier-février 2023. Le souhait de la commune est de permettre aux Pissénois d'aborder l'art urbain contemporain dans des espaces publics gratuitement et de profiter du travail d'artistes reconnus dans leur spécialité. Cette convention détermine l'engagement de la ville de Pézenas à financer ce projet artistique à hauteur de 5 900 € TTC et à de l'accompagnement logistique mis à disposition d'une nacelle. En contrepartie de son appui, la commune bénéficie d'un droit à l'image hors commercialisation sur ces fresques. Le document était également joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 11 est présenté par René Verdeil. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vais prendre mon souffle parce que j'en ai quand même quelques-uns. Jusqu'au 21. Voilà. Donc, oh non, même. Donc, on va commencer par la vente de la parcelle BN 707 avenue François Curé à la SCI Les Pionnes. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu'une enquête publique pour le déclassement, ça commence mal, du domaine public communal du lot A d'une surface de 68 m² du parking France Télécom actuellement cadastré BN 707 a eu lieu du 30 mai au 13 juin 2022. Suite à l'avis favorable du commissaire enquêteur, le conseil municipal a approuvé le 21 juillet 2022 sa désaffectation, son déclassement. Monsieur le maire informe le conseil que la SCI Les Pionnes a fait une offre d'achat pour cette parcelle afin d'agrandir le parking du centre médical Les Pionnes au prix de 8 160 €. Monsieur le maire informe le conseil que cette offre est dans la fourchette de l'estimation des domaines. Monsieur le maire sollicite donc du conseil l'autorisation de signer l'acte de vente à intervenir au profit de la SCI Les Pionnes pour la parcelle cadastrée VN 707 au prix de 8 160 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et donc René Verdeil va continuer. Il en a jusqu'au point 25. Merci. Dissolution de l'ASA étang de Tourbe
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l'association syndicale autorisée de l'étang de Tourbe, créée le 31 mars 1860, a cessé toute activité depuis 2019, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux ASA. Le préfet possède la possibilité de procéder par acte motivé à la dissolution des ASA considérées comme inactives. Cette ASA ayant son siège social sur la commune, monsieur le maire a été saisi par la DDTFP d'une demande de dissolution. L'ensemble des soldes figurant au bilan ont vocation à être repris par la commune suite à la dissolution. Monsieur le maire expose au conseil que les soldes du bilan de l'ASA de l'étang de Tourbe figurent comme suit au compte de gestion. Vous les avez sous les yeux. Il sollicite donc du conseil d'approuver les modalités de reprise de soldes figurant au bilan de l'ASA et de l'autoriser à passer les écritures comptables suivantes. Je vais passer les détails pour simplement en arriver à vous dire que le dernier compte administratif de l'ASA de l'étang de Tourbe fait apparaître les soldes budgétaires suivants. Solde de la section d'investissement, moins 943,87 €. Résultat de la section de fonctionnement, plus 8 028,30 €. Monsieur le maire précise que ces soldes budgétaires seront cumulés aux soldes budgétaires du budget principal à la clôture de l'exercice 2022. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Et René Verdeil continue. Alors, je continue, mais je vais, pour l'adoption du règlement budgétaire et financier, passer la parole à Frédéric Roy, qui a fait le travail de présentation que vous avez sous les yeux. Donc, monsieur Roy, vous avez la parole. Bonsoir, merci monsieur Verdeil, bonsoir à tous. Donc une présentation succincte du règlement budgétaire et financier qui est proposé à l'examen du conseil municipal de ce soir. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'un règlement budgétaire et financier? Donc un RBF, c'est un document qui formalise les règles internes relatives à la gestion budgétaire et comptable de la collectivité. Cette adoption présente plusieurs avantages. Premièrement, décrire les procédures de la collectivité et les faire connaître, et se donner l'obligation de les suivre le plus précisément possible. Deuxième avantage, rappeler les normes qui sont applicables et respecter le principe de permanence des méthodes. Troisième avantage, combler les vides juridiques qui pouvaient exister en matière de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. En termes de cadrage juridique, l'adoption d'un règlement budgétaire et financier qui existait déjà, qui était en vigueur sur des collectivités de taille plus importante, notamment les régions et les départements, est rendu obligatoire pour les communes dès lors que celles-ci mettent en œuvre l'instruction budgétaire et comptable M57. Donc, pour rappel, la ville a choisi d'opter pour l'application de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023. Donc, les RVF sont de forme libre, mais doivent comporter des mentions obligatoires qui sont au nombre de 3. Donc, les modalités de gestion des AP, des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement qui leur correspondent. Deuxième mention obligatoire, les règles relatives à l'annulation et la caducité des AP et des AE. Et dernier point, les modalités d'information de l'Assemblée délibérante sur ces outils de gestion. En termes de rappel du cadre budgétaire, l'élaboration budgétaire doit respecter 5 grands principes qui sont l'annualité budgétaire, l'universalité, l'unité, la spécialité budgétaire et l'équilibre budgétaire et la sincérité. Ils ont été présentés précédemment sur les précédentes délibérations liées au vote du budget, donc j'y reviens pas dessus, sauf si vous avez des questions. En termes de cycle budgétaire, le cycle de vie budgétaire d'une collectivité, le cycle de vie traditionnel, démarre par un débat d'orientation budgétaire qui permet d'exposer les grandes orientations budgétaires sur la base desquelles le budget primitif va être voté dans un délai de 2 mois suite à l'adoption du débat d'orientation budgétaire. Donc, le budget primitif, les décisions modificatives et le budget supplémentaire qui vont permettre d'amender le budget primitif, et in fine le compte administratif et le compte de gestion qui sont des documents produits respectivement par l'ordonnateur et le comptable, qui font office dans un premier temps pour le compte administratif d'arrêté des comptes. On peut assimiler ça en comptabilité privée à un compte de résultat.
Le compte de gestion a une vision un peu plus patrimoniale et bilancielle, donc permet d'exposer les soldes au bilan de la collectivité. Un point particulier sur une réforme en cours, donc le compte financier unique, dont l'expérimentation est en train de se dérouler depuis 2021 et jusqu'à 2023 pour environ 2500 collectivités. Donc, qu'est-ce qu'un CFU? Donc, c'est un document commun qui va être produit de manière conjointe entre l'ordonnateur et le comptable public, donc qui aura vocation à se substituer à la dualité des documents compte administratif et compte de gestion. Donc, il y aura désormais une unicité de documents de rendu de compte. L'objectif étant de donner une information financière plus visible par la suppression de doublons qui peuvent exister entre le compte administratif et le compte de gestion, et en apportant une information financière enrichie grâce au rapprochement donc, des données d'exécution budgétaire et d'informations patrimoniales. Donc la mise en œuvre de CFU, du futur compte financier unique, sera établie à partir de la période de gestion 2024. Donc le premier examen du CFU se fera au courant de l'année 2025. Un point particulier sur les modalités de gestion de la pluriannualité. Là, ce sont des règles que se fixe la collectivité. Donc, les autorisations de programme, pour rappel, c'est un outil de gestion qui permet de déroger au principe d'annualité, qui permet de proposer sur un montant pluriannuel, donc sur un montant de projet, un montant donc, global d'opération, en inscrivant au budget que les crédits de paiement qui sont nécessaires au financement de cet engagement. Une AP donc, doit être mise en place si elle répond aux 3 critères suivants. Donc, une opération spécifique et ciblée, une opération à caractère pluriannuel qui va couvrir au minimum 2 exercices budgétaires consécutifs et une opération donc, dont la durée est limitée dans le temps. En termes de cadrage, donc, les AP constitue donc la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour l'exécution des investissements, donc pour l'exécution d'une opération. Les crédits de paiement, quant à eux, constituent donc la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées ou payées au cours de l'exercice. Donc, en titre d'exemple, donc on peut avoir une autorisation de programme d'un montant global de 5 300 000, dont la réalisation s'échelonnera sur 3 exercices. Donc, nous avons 3 crédits de paiement, année 1, année 2, année 3, d'1 million, 1,8 million, 2,5 millions, donc sur un montant total d'autorisation de programme de 5,3 millions. En termes de cycle de vie d'une autorisation de programme, donc il y a 4 grandes étapes. Donc, premièrement, la création et le vote. Donc, la création est proposée par le maire et votée par le conseil municipal au cours d'une séance examinant un document budgétaire. La deuxième étape, c'est l'affectation et l'engagement de cette autorisation de programme. Donc, dans le cadre d'autorisation de programme de projet mise en œuvre par la ville, l'affectation est automatique. Donc, l'affectation, c'est la mise en réserve de crédit. Et l'engagement se fait de manière pluriannuelle. Troisième point, donc on est sur des possibilités de révision de ces AP. Donc la révision d'une AP peut permettre soit d'en modifier son montant, ou soit de modifier les crédits de paiement qui ont été précédemment délibérés. Donc les mouvements de crédit à l'intérieur d'une autorisation de programme sont possibles, sans passage par conseil municipal, dans la mesure où on respecte l'enveloppe. Toutefois, le lissage et la révision est possible, mais après uniquement une nouvelle présentation en conseil municipal et un vote du conseil. Dernier point, c'est la clôture et la caducité. Donc, en termes de caducité, donc, on précise que une autorisation de programme sera caduque si il n'y a pas d'engagement ou de mandatement qui ont été réalisés durant 2 exercices consécutifs suite au vote. La clôture de cette AP donc, interviendra soit au solde des opérations, donc lorsque la totalité de l'enveloppe sera engagée, ou en cas d'annulation du projet. Donc, un point également dans le cadre du RBF sur l'attribution de subventions aux associations permet également de préciser les règles que se donne la ville de Pézenas en termes d'attribution de subventions. Donc, pour rappel, une subvention est un concours financier volontaire versé à une personne, donc physique ou morale, dans un objectif d'intérêt général et local.
L'attribution d'une subvention donc, fait l'objet d'une délibération du Conseil, une délibération qui est distincte du vote du budget. Les subventions dont le montant est supérieur à 23 000 euros donc, seront accompagnées du vote d'une convention d'objectifs qui va permettre de définir les conditions d'octroi avec les associations concernées. Et, in fine, donc, l'attribution d'une subvention revêt un caractère précaire et facultatif. En termes de modalités d'attribution, donc pour qu'une association puisse prétendre au versement ou à l'attribution d'une subvention, 3 conditions ont été fixées. Donc tout d'abord, 3 conditions principales. L'association doit être une association de type loi de 1901 déclarée régulièrement en préfecture, disposer d'un numéro ciré et avoir son siège social et son activité principale au sein de la commune, ou participer au rayonnement et à la vie locale de Pézenas. 2 types de subventions peuvent être allouées, donc une subvention annuelle de fonctionnement qui permet de financer l'activité courante de l'association, ou une subvention événementielle qui va permettre de financer un projet. Donc un projet qui fait l'objet d'une communication complémentaire par rapport aux demandes de subventions annuelles classiques, celles de fonctionnement. Donc une subvention événementielle donc, qui va être limitée, fixée en fonction d'un montant prévisionnel de dépenses et effectivement de la réalisation de la manifestation. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, dans la série de René Verdeil, on continue avec la 14, mais c'est parce que nous passons à M57. Vous imaginez la révolution que c'est, donc il faut que René veille au grain. Alors, pour permettre à M. Roy de reprendre son souffle, parce qu'on n'a pas fini, je vais m'y coller pour ce point 14. Donc, le compte 1069 a été créé dans la nomenclature comptable M14 à l'occasion de réformes budgétaires et comptables, afin de neutraliser l'impact budgétaire de la première application des règles de rattachement des charges et des produits à l'exercice. Ce compte 1069 n'existant plus dans le plan comptable M57, de compte M57, lorsqu'il présente un solde en comptabilité, il doit faire l'objet d'un apurement en amont du passage à la nomenclature M57. Donc on est en train de nettoyer, si vous voulez, les comptes de la commune de Pézenas présente un solde débiteur au 1069 de 53 980,11 €. Il convient de se prononcer sur les modalités d'apurement de ce compte en vue de la bascule à la M57 au 1er janvier 2023. Cet apurement peut se faire soit par opération d'ordre mixte, émission d'un mandat au 1068, vous avez vu que c'était très technique, si les crédits budgétaires sont disponibles, soit par opération non budgétaire, qui viendra minorer le résultat d'investissement à la clôture de l'exercice. Si vous souhaitez faire une formation, on peut être à votre disposition pour vous expliquer tout ça plus en détail. Donc, vu les articles du Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, il est proposé de procéder à l'apurement du solde débiteur du 1069 par opération semi-budgétaire avec émission d'un mandat d'ordre mixte au débit du compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de 53 980,11 €, étant précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au compte 1068. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Le point 15, c'est la modalité de gestion des amortissements, toujours dans le cadre de M57. Et si j'ai bien compris, René Verdeil va renvoyer la parole à Frédéric Roy, un Monsieur le véritable maire duo. a parfaitement compris. Remercie, effectivement, je poursuis le mano à mano. Donc, une délibération permettant de fixer, dans le cadre du passage en nomenclature M57, les modalités de gestion des amortissements à compter du 1er janvier 2023. Donc, pour rappel, l'amortissement, c'est une technique comptable permettant de constater la dépréciation de la valeur des immobilisations inscrites à l'actif. Les amortissements constituent une dépense obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Sont concernés par l'amortissement dans le cadre de la comptabilité publique les biens meubles, les biens immeubles productifs de revenus et les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études qui n'ont pas été suivis de travaux.
La politique d'amortissement de la collectivité dans le cadre de l'instruction budgétaire et comptable M14 avait été fixée par délibération du conseil municipal du 26 septembre 2017 et donc le passage à la nomenclature M57 impose de définir une nouvelle politique d'amortissement des immobilisations. Donc, dans ce cadre, donc, le champ d'application des amortissements n'évolue pas. Donc, au terme de l'article 23-21-1 du CGCT, les biens qui sont considérés comme étant amortissables restent les mêmes, les biens meubles, les biens immeubles, productifs de revenus et les immobilisations incorporelles. Les nouveautés qui sont introduites par la M57, donc principalement, sont l'application de la règle du prorata temporis. Donc désormais, l'amortissement sera calculé pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata de son temps prévisible d'utilisation. Donc ça, c'était déjà le cas dans le cadre de la nomenclature M14. La nouveauté est que l'amortissement commencera à la date de début de consommation des avantages économiques, donc à la date de mise en service du bien. L'aménagement à cette règle donc, est précisé pour les biens de faible valeur, donc le montant est estimé à hauteur de 1 000 €, et les biens faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire. Les durées d'amortissement, quant à elles, restent inchangées par rapport à la précédente délibération. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde? Merci. Je vais rassurer les enfants du conseil municipal et les enfants, il n'y aura pas d'interro surprise demain sur ce sujet-là, hein, ne vous inquiétez pas. Point 16, donc toujours René Verdeil. Oui, donc au point 16, nous avons des reprises de provisions, 16 et 17 d'ailleurs. Pour le 16, reprise de provisions pour risques et charges, donc c'est le comptable public qui nous transmet un état nous disant qu'il faut corriger les provisions qui ont été faites pour dépréciation d'éléments d'actifs. Et donc vous avez, après reprise, un nouvel état de provision. Et Monsieur le maire sollicite donc du conseil l'autorisation d'effectuer la reprise de provision pour dépréciation d'éléments d'actifs sur le budget principal. J'ai fait court. Donc c'était le point 16 qui est contre. Non, je ne suis pas contre, je ne sais plus où j'en suis. La voix de René Verdeil, même, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Et j'allais vous dire, le point 17, c'est la même mécanique, donc je vais le faire simple, avec le budget annexe des parkings. Donc s'il n'y a pas de question particulière sur cette mécanique qu'on vous a présentée sur le point 16 qui s'applique au point 17, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. Et c'est moi qui ai fait souffler René Verdeil, donc je lui laisse la parole pour le 18. Merci, c'est gentil. Dans le 18, admission de non-valeur de produits communaux et recouvrables, c'est un peu la même chose. C'est le comptable public qui nous informe qu'il a utilisé tous les moyens de poursuite pour recouvrer des sommes dues. Il n'y est pas arrivé et il nous propose donc d'approuver les admissions en non-valeur des créances irrécouvrables présentées en annexe, étant précisé que les crédits seront inscrits au compte 6541, créances admises en non-valeur du budget principal et des budgets annexes, pour donc principal 107 384,68 €, 15 000 € pour le budget annexe, 110 € pour le budget théâtre, 1498,20 € pour le budget Campotel. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le point 19, Monsieur Verdeil. Le point 19, reversement à la CAM, qui est la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, comme tout un chacun le sait, de la taxe d'aménagement perçue sur les zones d'activité communautaire. Monsieur le maire expose donc au conseil municipal que la taxe d'aménagement est établie sur la construction, la reconstruction des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de l'autorisation. Ces taxes sont les communes ou le PCI et les départements. La taxe est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un PLU, plan local d'urbanisme, et par délibération dans les autres communes. Il y a l'article 109 de la loi des finances a fait évoluer les modalités de reversement de cette taxe entre les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale. Désormais, le reversement de tout ou partie de la taxe au profit est
on y manque quelque chose, est obligatoire afin de tenir compte de la charge des équipements publics relevant sur tout le territoire de la commune et des compétences communautaires. Vous avez compris qu'il s'agissait de le reverser à la CAM. Cette nouvelle disposition est d'application immédiate. Donc, considérant qu'au titre de ses compétences en matière de développement économique, la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée crée et aménage des zones d'activité communautaire, cette compétence portée par la CAM génère des retombées fiscales pour la commune par la perception de la taxe et la taxe foncière sur les propriétés bâties. La commune bénéficiaire de la taxe d'aménagement sur cette zone reversera les sommes perçues à la communauté d'agglomération avant le 30 juin de l'année N+1 afin de compenser les travaux d'aménagement supportés par la CAM. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et le point 20, toujours M. Verdeil. Merci. Autorisation d'ouverture par anticipation de la section d'investissement, budget principal et budget annexe. C'est la même chose chaque année. Avant le vote du budget, il est demandé une autorisation donc de pouvoir fonctionner, pour faire simple, au conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 21, toujours M. Verdeil. Voilà, et donc M. Verdeil va passer la parole à M. Roy pour les décisions modificatives. Merci. Donc, une présentation, si vous le permettez, je vous ferai une présentation de la foulée des 3 décisions modificatives. Donc, première décision modificative, donc la DM numéro 2 sur le budget principal. Donc, sur la section de fonctionnement, un abonnement de crédit à hauteur de 100 000 euros lié en termes de recettes à une reprise donc sur les provisions qui font l'objet de l'examen du point précédent, donc à hauteur de 100 000 euros, et un abonnement de crédit sur l'article 6541 pour les admissions en non-valeur. En section d'investissement, donc 60 481 euros supplémentaires sur cette section. Donc en recette, plus 60 481 à l'article 10 226 taxe d'aménagement. Et donc en dépense, à l'article 1068, équilibré pour 60 481, donc, qui permet d'apurer le compte 1069, qui a été soumis à l'examen du point numéro 14. La décision modificative numéro 1 sur le budget annexe parking vous est proposée dans le cadre de la section de fonctionnement dans un premier temps pour 2250 euros de crédits supplémentaires liés à la déprovision proposée précédemment, donc pour 2250 euros. En termes de dépenses, donc moins 2150 euros à l'article 6633 fourniture de voirie, plus 14 600 euros à l'article 6541 pour les admissions en non-valeur, et moins 10 200 euros sur le virement à la section d'investissement. Donc, moins 10 200 euros de recettes sur le budget parking en section d'investissement, donc moins 10 200 euros au chapitre 021 virement de la section de fonctionnement, et moins 10 200 euros à l'article 2051, concession et droits similaires. Sur le budget annexe du camp hôtel, donc une décision modificative avec uniquement le transfert de crédit de chapitre à un autre permettant de financer les admissions en non-valeur, donc un prélèvement de moins 500 euros au chapitre 011 pour abonder le chapitre 65, donc les admissions en non-valeur, pour 500 euros. Merci. Alors, il y avait 3 questions présentées en une présentation. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, donc je vais passer aux voix une par une. Donc, la décision modificative du budget ville, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. La décision modificative du budget annexe parking, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Et la question 23, qui était la décision modificative du budget annexe camp hôtel, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Point 24, M. Verdeil. Je continue donc. Attribution de subventions de fonctionnement au budget annexe du cinéma et du théâtre. Monsieur le maire propose au conseil municipal de verser au budget. J'insiste sur verser puisque ça a été décidé lorsque nous avons voté les budgets. Au budget annexe, les subventions de fonctionnement suivantes. Budget annexe du théâtre, 420 000 euros. Budget annexe du cinéma, 80 000 euros.
Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et le dernier point de M. Verdeil, le 25. Merci. Attribution d'une avance sur subvention de fonctionnement 2023 au CCAS. Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à verser au CCAS de Pézenas dès le début de l'exercice 2023 et avant le vote du budget primitif une avance sur la subvention de fonctionnement 2023 d'un montant de 175 000 €, ceci pour alléger le fonctionnement du CCAS au niveau de la trésorerie. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et je cède la parole à Robert Vivarès. Pour le point 26, qui concerne une demande de subvention pour la saison 2022 et 2023 au titre des arts de la scène et une aide à la saison. Donc, monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer une demande de subvention pour cette saison 2022-2023 au titre des arts de la scène, aide à la saison, auprès du conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et de tout autre organisme qui pourrait participer financièrement. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et nous passons à la jeunesse. Donc Thomas Guiraud peut présenter le point 27. Oui, merci monsieur le maire. Promis, il n'y aura pas un chiffre durant cette présentation. Ça doit être plus light. Donc, dans le cadre de la convention territoriale globale, le service jeunesse de la ville propose un projet lié à la découverte des métiers en s'appuyant sur un atelier web radio podcast en partenariat avec les établissements scolaires donc, du secondaire de la ville de Pézenas. Dans ce dispositif, les élèves pourront interviewer des professionnels. Le but étant que ces temps d'exploration et d'interview soient profitables aux jeunes dans leurs orientations et ou professionnalisation. Ce projet est à l'initiative de la ville de Pézenas en collaboration avec les établissements scolaires du secondaire, ainsi que le CIO, des professionnels tels que les gendarmes, les sapeurs-pompiers basés sur la commune, les artisans métiers d'art de Pézenas en partenariat avec la maison des métiers d'art, ainsi que la maison de la justice et du droit. Donc la radio RPH Sud sera le prestataire majeur. Donc une formation des jeunes aux techniques d'interview sera assurée par un journaliste de Radio Pays d'Hérault. Donc concernant le déroulement de l'action, donc pendant le temps scolaire, entre donc maintenant janvier 2023 et mai 2023, les ateliers découvertes métiers se dérouleront en 3 étapes dans chaque établissement scolaire signataire de la convention jointe de la manière suivante. Donc première phase, permanence du service jeunesse avec Radio Pays d'Hérault dans les établissements et formation des jeunes aux techniques d'interview. Deuxième phase, donc rencontre avec les professionnels puis interview par les jeunes. Ensuite, diffusion des podcasts à la radio. Et troisième étape, l'ensemble des parties donc prenantes sera convié à une réunion bilan pour faire le point et évaluer la réussite du projet. Donc, il est ainsi proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions susmentionnées avec le collège Jean Ben, le lycée Jean Moulin, le lycée Charles Aliès, ainsi que le lycée La Condamine. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et Thomas Guiraud peut continuer. Et un changement de micro, merci. Donc concernant la convention de partenariat avec la MLI, la Croix-Rouge et le Secours Populaire. Donc monsieur le maire présente au conseil municipal l'opération donc Jeunesse, Engagement, Développement et Immersion. JEDI, mise en place donc, par le service jeunesse en partenariat avec la mission locale d'insertion Centre-Hérault durant l'été avec des jeunes âgés de 16-17 ans. Dans le but de renouveler l'opération en 2023, il est proposé d'ajouter un travail en partenariat avec la Croix-Rouge française et le Secours Populaire. En effet, il a été souhaité d'ajouter une partie afin de promouvoir l'engagement citoyen des jeunes en aidant les autres au travers d'actions menées par les associations susnommées. Concrètement, donc une partie de la mise en situation professionnelle de chaque jeune se fera dans une de ces 2 associations. Les jeunes bénéficieront également, dans le cadre du partenariat avec la Croix-Rouge française, de la formation de base au premier secours, donc ce qu'on appelle PSC1, le certificat de prévention et secours civique. Ces mises en situation professionnelle seront l'occasion pour les jeunes inscrits de découvrir via des professionnels des activités et des métiers par des mises en situation ou des discussions informelles. Les bénéficiaires s'impliqueront dans les projets de leur structure d'accueil et participeront à la réalisation de travaux de tout genre, peinture, espaces verts, réhabilitation,
aide à l'animation dans les accueils de loisirs, dans l'espace public ou les établissements publics. Donc ces stages se dérouleront sur 2 périodes, à raison de 63 heures, du lundi 10 juillet 2023 au samedi 22 juillet 2023, et ainsi que du lundi 24 juillet au samedi 5 août. Donc, Monsieur le maire sollicite donc du Conseil l'autorisation de signer la convention de partenariat susmentionnée avec la mission locale d'insertion Centre-Héros, la Croix-Rouge et le Secours populaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Et Aurélie Mialon. Oui, alors, je teste le micro, ça va. Signature de la charte du réseau écocentre de loisirs de l'Hérault. Donc alors, Monsieur le maire expose au conseil municipal. Au conseil municipal que le réseau écocentre de loisirs de l'Hérault, coordonné par l'association Cooper 34, ayant pour partenaire technique et financier le département de l'Hérault, la région Occitanie et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, propose la signature d'une charte. Les objectifs du réseau écocentre de loisirs de l'Hérault sont permettre aux accueils de loisirs de s'inscrire dans une démarche de développement durable et faire vivre cette démarche sur le long terme, permettre la reconnaissance d'une démarche de qualité dans la mise en place des projets, de la structure basée sur l'éducation et l'environnement pour un développement durable, EEDD. Engager la structure dans une démarche éco-responsable et pérenne à laquelle sont associés les utilisateurs, salariés, partenaires et publics. Permettre l'échange entre structures et accompagner la montée en compétences sur les thématiques. La finalité, permettre aux structures du loisir éducatif de l'Hérault accueillant des enfants et des jeunes de s'approprier des outils et ressources et de faire réseau dans le champ de la transition écologique afin de positionner ces enjeux de société au centre de leur réflexion pédagogique et de leurs actions. À cet effet, Monsieur le maire propose au Conseil de passer une durée minimale d'1 an la charte du réseau écocentre de loisirs de l'Hérault 2022 avec le réseau Cooper 34 dans le cadre de la mise en place d'un projet pédagogique qui sera intégré au projet déjà existant de la structure. Le projet de la structure ALSH Castelsec débouchera sur les actions concrètes menées avec les enfants accueillis et les différents partenaires. Cette mise en place s'effectuera par l'intermédiaire de l'animatrice référente à la transition écologique, restant sous l'autorité du chef de pôle enfance-jeunesse et de son adjointe. Monsieur le maire sollicite donc du Conseil l'autorisation de signer avec le réseau Cooper 34 la charte susmentionnée qui définit les engagements de chaque partie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Aurélie Mialon pour le point 30. Je vais tous les essayer en fait. Merci Monsieur le maire. Convention de partenaire entre le lycée Jean Moulin et le centre de loisirs de Castelsec. Monsieur le maire expose au conseil municipal la convention entre le lycée Jean Moulin de Pézenas et le centre de loisirs Castelsec. Dans le cadre du travail en faveur de l'enfance et de la jeunesse, le lycée Jean Moulin et le centre de loisirs souhaitent créer des liens pour favoriser les échanges et promouvoir le théâtre comme moyen de rencontre, de réflexion, d'échange et de transmission. Les activités proposées et réalisées s'inscrivent dans le cadre du service des accueils de loisirs de Pézenas et de son projet éducatif et pédagogique, et dans le cadre de l'option théâtre du lycée Jean Moulin de Pézenas. Réunissant les élèves volontaires de seconde, première et terminale, elles seront réparties de janvier à juin 2023. En fait, c'est l'enseignante du lycée Jean Moulin Théâtre qui va mettre en place des actions avec les enfants du centre de loisirs sur les jeux, le développement. Et à partir de là, ils vont créer une pièce et qui vont monter, qui vont montrer après aux enfants du centre de loisirs. Donc les lycées se rendront au centre de loisirs afin de partager des temps autour des jeux qui permettront aux lycéens de scénariser les situations observées durant cet échange. C'est un projet qui aurait dû voir le jour depuis 1 an, mais qui n'a pas pu se réaliser à cause de la crise sanitaire. Merci le Covid. Monsieur le maire sollicite donc du Conseil de l'autorisation de signer avec le lycée Jean Moulin la convention de partenariat susmentionnée qui définit les engagements de chacun des parties.
Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. C'est un conseil municipal où il y a beaucoup de partenariats, depuis l'Arche-Urbain jusqu'à l'anniversaire de Bobby, sur la jeunesse. Nous allons attaquer les points de ressources humaines. Le point 31, présenté par Benoît Blanc, sur la convention des commerçants entre les commerçants et la ville. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Il est rappelé que la ville a adhéré en 2014 au COS qui est géré par le CDG 34. Le COS offre, comme chaque année, un chèque cadeau d'une valeur de 40 € aux personnes ayant des enfants jusqu'à 10 ans et que, dans un souci de conserver la tradition de Noël, la ville offre en complément un cadeau d'une valeur de 10 € aux enfants de 0 à 10 ans et remis le jour de l'arbre de Noël du personnel, mercredi prochain. En complément, et pour les enfants de 11 à 14 ans, la ville offre un bon d'achat de 40 € remis également le jour de l'arbre de Noël du personnel. Ce bon d'achat est utilisable uniquement dans les commerces pissénois. Il est donc proposé au conseil d'autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondante avec les commerçants intéressés. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Le point 32 sur le renouvellement de l'adhésion au contrat d'assurance sur les risques statutaires. Monsieur le maire rappelle que le CDG 34 a retenu un contrat d'assurance qui couvre les risques statutaires et plus précisément les frais laissés à sa charge. Pour ce service, nous rémunérons donc le CDG 34 à hauteur de 0,12% de la masse salariale que nous déclarons à l'URSSAF. La liste des risques qui sont couverts est fournie un petit peu plus bas dans le document. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion au contrat d'assurance des risques statutaires du CDG 34 et d'autoriser monsieur le maire à le signer. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Point 33, c'est toujours Benoît Blanc sur la médecine préventive. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la convention d'adhésion à la médecine préventive signée auprès du CDG 34 prendra fin au 31 décembre. Il vous est donc proposé de signer la nouvelle convention pour l'adhésion entre 2023 et 2025 et autoriser monsieur le maire à le signer. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Le point 34, toujours Benoît Blanc. Merci. Il a rappelé au conseil que les agents ont l'obligation d'annoncer le départ en retraite 6 mois au moins avant leur date de départ effective et, conformément aux lignes directrices des gestions de ressources humaines, la collectivité valorise l'expérience, la formation et la transmission des savoirs. La commune souhaite donc que ce temps en amont de la retraite puisse, outre le travail quotidien qui perdure, permettre cette transmission des pratiques avant que l'agent ne quitte la collectivité. Il est donc proposé que cette transmission soit valorisée par l'augmentation de l'IFSE sur cette période de 6 mois. Le détail du calcul est fourni un petit peu plus bas. Elle correspond environ à l'équivalent d'un mois de salaire au total et cette proposition a reçu un avis favorable du comité technique le 29 novembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je veux sur ce point-là quand même remercier le travail de Benoît Blanc, des services et des syndicats sur une question qui n'était pas évidente, d'avoir trouvé une solution qui soit d'un bon compromis, qui convienne à tous et qui soit en faveur d'un départ à la retraite de nos salariés. Et le point 35 qui est d'urbanisme, c'est Julie Garcin-Sodo qui va nous le présenter. Voilà, pour clôturer, un petit rappel d'urbanisme et d'historique. Suite à la demande d'ouverture de l'enquête publique au vu de déclarer d'utilité publique l'opération de restauration immobilière portant sur l'immeuble du 7 rue Massillon. Alors, on vous a fait un petit débriefing, puisque je ne doute pas, vous êtes autant passionné que moi sur le site patrimonial et l'urbanisme. Donc, ce nouveau périmètre du site patrimonial de Pézenas, c'est le secteur que l'on appelle sauvegardé, couvre une surface de 58 hectares comprenant 1530 parcelles bâties et 331 non bâties. Il a été créé par arrêté préfectoral en 2016. Il protège l'ensemble du bâti ancien urbain, y compris les jardins, le cours d'eau de la Peine à mettre en valeur dans sa partie urbaine et pour laquelle une étude de renaturation est en cours. Le sol de la promenade du Pré-Saint-Jean, déjà en site classé, une grande partie de cette extension est située en zone inondable.
En attendant son approbation définitive, la ville applique le règlement de septembre 1994. Depuis quelques années, la ville a pu constater les effets de sa mise en œuvre. Le poids des OPA est déterminant puisqu'elles ont permis depuis 2018 la réhabilitation de 97 logements. Les derniers éléments du recensement montrent que si la vacance reste trop élevée, elle régresse avec la restauration d'immeubles. Autrement dit, la réhabilitation continue à satisfaire la demande en logement locatif. Elle bénéficie tout à la fois aux propriétaires, aux locataires et à la collectivité qui voit progresser une requalification efficace de son cœur de ville et bien entendu de l'entretien de son patrimoine. Ce parc privé joue d'ailleurs un rôle non négligeable dans l'équilibre social du logement, tant pour le centre ancien que pour la ville. Toutefois, la mise en œuvre de financements exceptionnels avec le concours de l'ANA, bien qu'incitative, n'est pas le seul outil mis à la disposition des collectivités territoriales. Donc, nous avions l'historique de la loi Malraux 2022 qui a été créée en 1962 pour défiscaliser et protéger notre patrimoine français. Pézenas l'a particulièrement bien utilisé. André Malraux voulait conserver l'intégrité des quartiers historiques dans ce renouveau urbain et il porte une attention particulière aux abords des monuments historiques. Aujourd'hui, le dispositif Malraux a évolué tant dans les conditions d'application que dans les avantages fiscaux qu'il procure. Depuis le 1er janvier 2009, l'avantage donne droit à une réduction d'impôt dans l'ancien régime. Nous rappelons que c'était les travaux donnaient la possibilité de réduire ses revenus. Aujourd'hui, en 2022, c'est une réduction d'impôt étalée sur la durée des travaux sans jamais dépasser 4 années. Le dispositif Malraux 2022 donc, donne droit à une réduction d'impôt, 30% pour les immeubles situés dans un site patrimonial SPR avec plan de sauvegarde et de mise en valeur PSMV, c'est-à-dire tout le quartier ancien qui complique des fois la vie des demandes, mais c'est pour notre bien et surtout de la ville, et 22% pour les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable avec PVAP, plan de valorisation de l'architecture du patrimoine. Le montant des travaux pour le calcul de la réduction d'impôt est plafonné à 400 000 €. La loi Malraux s'adresse aux contribuables français investissant dans la rénovation d'immeubles à caractère historique. Évidemment, nous avons l'ABF qui suivra les travaux avec vous. Et avec nous, la requalification du centre ancien est un processus de longue haleine, mais l'effet d'entraînement l'alimente au quotidien et permet dans des îlots détériorés la création de logements confortables, respectueux pour accueillir des familles. Il convient de le soutenir en incitant par la déclaration d'utilité publique. Nous voilà donc au cœur du sujet. Selon les dispositions du Code de l'urbanisme, une opération de restauration immobilière ORI consiste en des travaux de remise en état, de modernisation et de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elle est engagée à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Lorsqu'elle n'est pas prévue par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elle doit être donc déclarée d'utilité publique. C'est ainsi qu'il est proposé l'utilité publique pour les travaux portant sur l'immeuble suivant du 7 rue Massillon, qui a une surface de 160 mètres carrés. Il se décompose en 2 volumes. Le projet est porté par M. Caillot Bascoul et qui a pour but de réhabiliter l'immeuble en recréant 5 appartements avec un aménagement qui correspond au mode de vie actuel tout en conservant les charmes et en respectant le patrimoine existant. L'enjeu est de venir améliorer l'éclairage de cet immeuble et sur ce quartier. Le recours à l'expropriation ne sera pas nécessaire dès lors que le propriétaire a fait connaître son intention de réaliser les travaux. Par ailleurs, la collectivité n'est jamais tenue de recourir à l'expropriation. Voilà, donc il vous est donc demandé au conseil municipal d'approuver le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'une utilité publique de l'opération, d'autoriser monsieur le maire à saisir monsieur le préfet de l'Hérault afin de lui demander de mettre en œuvre l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Le projet de réhabilitation du 7 rue Massillon présente un intérêt dans le cadre de la préservation du patrimoine architectural piscinois et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire. C'était un peu long, mais pour tous les investisseurs, vous me remercierez quand vous aurez acquis un immeuble. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Vous avez reçu les tableaux de compte-rendu des décisions, hors commande publique et commande publique. Est-ce qu'ils appellent à des questions particulières de votre part? Oui, Madame Forme. Oui, pour la 2435, est-ce qu'on peut avoir une précision sur le frais de transport qui sont assez élevés? C'était pour le voyage de Molière, Robert.
Micro. Donc c'est une troupe, ils sont nombreux, ils viennent de loin, et ce sont les frais annexes et inhérents à ce spectacle qui sera d'ailleurs présenté cette semaine. C'est le nombre de comédiens et de techniciens qui les entourent qui justifie. C'est l'un des derniers, puisque quand même il y aura la mise en lumière de la maison consulaire, mais l'un des derniers spectacles de Pézenas 2022. Et qui fait un clin d'œil justement à Molière, et on tenait justement à terminer l'année avec ce spectacle. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous voir au théâtre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Je vous propose de lever la séance. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je remercie les enfants pour leur attention, parce que ce conseil était très technique. Merci. Bonne soirée, bonnes vacances.